Il est maintenant temps d'une nouvelle conférence. Nous appelons Alain Charles qui va nous parler d'un sujet très intéressant, un peu philosophique, de l'idée à l'innovation. Monsieur le Président, merci. Vous m'entendez? Monsieur le Président, Monsieur l'invité d'honneur, l'innovation, voilà un mot qui a fait fortune, au point de constituer à présent la colonne vertébrale des discours politiques de tous bords. Mais mon propos ne sera pas de parler de l'innovation en tant que telle, mais de l'idée qui siège en amont de l'innovation. Et peut-être même de savoir comment est née l'idée. Et pour ce faire, je vais utiliser une méthode, ou un cheminement plutôt généalogique, contraire à l'intitulé de mon exposé, de l'idée à l'innovation. Je partirai donc du connu à l'inconnu, c'est-à-dire de l'innovation à l'idée. L'acception moderne du mot innovation provient en réalité des milieux économiques, notamment des travaux de Schumpeter, et considéré comme innovation ce qui est validé par le marché. Et ce quelque chose de nouveau qu'enveloppe la notion d'innovation est donc assurément l'aboutissement d'un processus qui conduit à une reconnaissance largement partagée et surtout à une opérabilité, entre guillemets, dans les échanges. Le terme innovation n'appartient pas exclusivement au registre scientifique ou technique. La littérature, le cinéma, l'art sont des lieux d'innovation au service de la création, comme le monologue intérieur dans l'Ulysse de Joyce ou la peinture abstraite dans l'œuvre de Kandinsky. Dans le domaine scientifique et technique, je proposerai donc la définition suivante. Une innovation est un mode nouveau d'opérabilité sur le réel, reconnu, accepté, validé par le plus grand nombre d'acteurs et donc largement diffusé. Cette large définition permet d'envelopper à la fois les innovations technologiques qui se traduisent par une réalité matérielle et les techniques qui ressortissent à la façon de faire. Répondent ainsi toutes deux à la définition de l'innovation, la révolution accomplie par Semmelweis, dont a déjà parlé notre président, l'importance du lavage des mains, et l'application de la notion mécanique de frottement au diamètre des prothèses totales de hanche par Charney. Dans les deux cas, ce qui était radicalement nouveau a été accepté, non sans résistance pour le lavage des mains, et diffusé. Mais seul l'implant fémoral à petite tête a fait l'objet d'un développement industriel. En chirurgie, l'innovation se déploie d'une part dans les dispositifs, les instruments et les appareils, et d'autre part dans les techniques chirurgicales. Les deux domaines d'ailleurs peuvent être intimement liés. Ainsi, l'arthroscopie du genou est-elle une innovation qui a permis le développement de techniques originales de suture méniscale, elle-même à la source d'innovation instrumentale. Alors, il est classique et habituel de distinguer les innovations radicales et les innovations amplificatrices. Les radicales font table rase du passé et induisent un bouleversement complet des façons de faire et de penser. Après l'innovation radicale, rien n'est plus comme avant. On change de paradigme. L'asepsie pastorielle, l'anesthésie, les rayons X sont des exemples emblématiques d'innovation radicale. L'innovation amplificatrice, elle, permet d'apporter une amélioration sensible à ce qui préexistait. On reste donc dans le même paradigme, mais les pratiques s'en trouvent modifiées. Nouveau dessin de prothèses, abords chirurgicaux mini-invasifs, utilisation de colle ou de boutons pour les anastomoses, autant d'exemples d'innovation qui ne bouleversent pas fondamentalement le socle des indications.
Au-delà de cette brève réflexion sur l'innovation, la question légitime qui se pose est: que se passe-t-il en amont de l'innovation? Car ce qui transparaît dans la littérature scientifique en général et médicale en particulier, c'est un formalisme rigoureux qui élimine toute trace de subjectivité et dissimule le cheminement intime de l'auteur sous une rationalisation a posteriori du processus. Autrement dit, comment parvient-on à trouver quelque chose de nouveau? Quelles sont les conditions propices au surgissement de l'idée? S'ouvrent dès lors deux chemins de la connaissance nouvelle qu'il convient schématiquement de distinguer: l'invention et la découverte. L'invention répond à un besoin. L'inventeur fait face à un problème dont il cherche la solution. Mais il y a des inventions qui ne servent à rien, d'autres qui créent un besoin, d'autres enfin qui répondent à une attente socialement exprimée. L'instrument chirurgical, le dispositif implantable, la technique chirurgicale originale sont des inventions. Mais combien d'inventions sont restées dans les cartons à l'état d'ébauche ou n'ont connu qu'une vie brève pour être aussitôt reléguées dans l'oubli? Et retenons à ce propos que l'inventeur a généralement quelques difficultés à accepter l'échec. Le moteur de l'invention est assurément l'imagination, qui permet de relever le défi des obstacles que le réel s'ingénie à dresser entre nos désirs et leur réalisation. Toutes les inventions, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions déjà énoncées, peuvent prétendre au statut d'innovation, ce qui n'est pas le cas de toutes les découvertes. En effet, il ne viendrait pas à l'idée de qualifier d'innovation la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. D'une autre nature est donc la découverte. Et on peut dire que la découverte est une réponse qui préexistait à une question. Et le statut de la question est intéressant à considérer car il y a trois possibilités. Premièrement, la question était clairement posée et la découverte a permis de répondre à la question. C'est le cas de Yersin, découvrant ce qu'il cherchait, c'est-à-dire l'agent responsable de la peste de Hong Kong. Deuxièmement, la question était clairement posée, mais la réponse sous forme de découverte a été fournie par des chemins détournés et imprévus. L'exemple en est la découverte de la pénicilline par Fleming, dont le travail fondamental portait sur la recherche d'une substance limitant la prolifération de bactéries. Enfin, troisièmement, la découverte est une réponse à une question qui n'était pas posée. C'est ce dernier cas de figure qu'on caractérise du mot étrange de sérendipité. L'usage du mot remonte à 1754. En réalité, il s'agit d'un néologisme anglais, serendipity, qui tire son origine d'un conte persan, relatant l'histoire de trois jeunes princes de Sérendip, ancien nom persan du Sri Lanka. Trois jeunes princes qui, à l'occasion d'un voyage à caractère initiatique, avaient établi la réalité d'un certain nombre de faits à partir d'un simple recueil d'indices. Voltaire s'inspira de ce conte pour écrire le troisième chapitre de Zadig, Le cheval et le chien, considéré à l'heure actuelle comme la préfiguration du roman policier. Le terme sérendipité, introduit dans le dictionnaire de langue française en 2011, recèle deux acceptions divergentes. L'une profane, selon laquelle la sérendipité serait une découverte par hasard, a été récupérée à des fins commerciales et publicitaires. L'autre acception, savante, fait de la sérendipité l'art de découvrir en prêtant attention à un fait surprenant et en l'interprétant, ce qui implique réflexivité et créativité, c'est-à-dire une prise de conscience et une analyse de sa propre activité. Donc, les locutions découverte par hasard ou découverte accidentelle
pour caractériser la sérendipité sont des raccourcis trompeurs. La sérendipité, ce n'est pas trouver quelque chose de nouveau par hasard, ni au hasard, car il importe de bien distinguer le hasard trivial, décrit par Cournot comme la rencontre fortuite de deux séries causales indépendantes, du hasard crucial qui a permis à Becquerel de découvrir la radioactivité. Ce n'est pas la découverte qui est accidentelle ou fortuite, mais seulement la rencontre avec le fait jugé surprenant. Et il faut un sens aigu de l'observation et une attention soutenue pour repérer et isoler le détail responsable d'une dissonance cognitive et de l'intérêt qui s'ensuivra sous forme d'une hypothèse interprétative. Ce que Pasteur illustrait en disant que le hasard ne favorise que les esprits préparés. Bienvenue à M. Chaput. La sérendipité n'est pas un don inné. Elle s'apprend et elle se cultive. Elle implique une posture active, un travail de repérage et d'interprétation. Résumons. La sérendipité est un processus qui se dévoile par la capacité 1. D'accorder de l'attention à un fait surprenant et inattendu, 2. D'imaginer une interprétation, c'est-à-dire de formuler une hypothèse qui rende compte du fait, et enfin 3. De procéder à des évaluations. Seule la troisième étape est de l'ordre de la rigueur scientifique. Ce processus de sérendipité pose deux questions. La première a trait à la perception du fait surprenant. Prêtez attention à l'infime détail. À l'époque de Fleming, nombreux étaient les biologistes qui avaient observé de la moisissure dans leur boîte de pétri, mais sans y accorder d'intérêt. Et une réflexion de Claude Bernard à ce propos est éclairante. En fait, écrit-il, une observation reste très longtemps devant les yeux d'un savant sans rien lui inspirer. Puis tout à coup survient un trait de lumière. L'idée neuve apparaît alors avec la rapidité de l'éclair comme une sorte de révélation subite. La seconde question que pose la sérendipité concerne le surgissement de l'idée. C'est là que nous entrons dans un domaine mystérieux où on doit prendre en compte la subjectivité, l'imagination, l'intuition, l'inconscient aussi, car le choix d'une hypothèse particulière en réponse à l'irritation que procure le fait dérangeant est un choix non conscient. L'inconscient opère un travail de filtrage. Le mode d'entrée en sérendipité est une diversité infinie. La plupart du temps, il s'agit d'une observation surprenante qui attire l'attention, comme celle des enfants se transmettant des signaux à travers une poutre de bois, rapportée par Laennec comme étant à l'origine de sa mise au point du stéthoscope. Ce peut être aussi l'observation d'un phénomène naturel qui fait surgir spontanément l'idée d'un procédé technique, comme l'adhérence des fruits de la badiane que de Mestral a transposé pour imaginer le velcro, ou le contrôle d'une expérience qui ouvre une perspective impensée, comme dans la découverte de Röntgen des rayons X. Il peut s'agir aussi d'une erreur de manipulation qui conduit à un résultat heureux, comme la madérisation du vin. C'est parfois une illumination, comme Charles Nicolle, frappé soudainement de l'intuition fulgurante que le vecteur du typhus était le pouls, alors qu'il franchissait le seuil de l'Institut Pasteur de Tunis en passant à côté d'un miséreux. Quelques exemples récents attestent de la place centrale de la sérendipité dans les avancées majeures. Le botox, le Viagra, l'isolement de l'Helicobacter pylori, la stimulation du noyau subthalamique pour le tremblement essentiel de la maladie de Parkinson, le traitement des hémangiomes infantiles par le propanolone. Parfois, invention et découverte s'entremêlent, comme dans le cas de la membrane induite, pour la réparation des pertes de substances osseuses. L'invention technique a permis la découverte du phénomène biologique d'irritabilité tissue. Quelle leçon alors retenir de la sérendipité? Le cri de la sérendipité n'est pas Eureka, qui traduit la joyeuse surprise que l'on a enfin trouvé ce qu'on cherchait, mais tout simplement
mince alors, qui exprime une totale surprise. On accuse la sérendipité de discréditer la profession de chercheur, en arguant qu'elle relèverait d'une idéologie irrationnelle et anarchique, contraire à la démarche scientifique. C'est oublier que le processus comporte une évaluation de l'hypothèse en toute rigueur scientifique. On objecte également qu'il n'est pas nécessaire de connaître le terme sérendipité pour trouver ce qu'on ne cherchait pas. Certes, la connaissance du mot et de son contenu conceptuel aide à réagir de façon optimale dans maintes occasions. C'est dire que la sérendipité ne peut pas être planifiée. Mais en revanche, l'aptitude à la sérendipité peut être éduquée. Et cette notion est d'une importance capitale dans la formation en général. La clé ultime de la compréhension de la sérendipité réside dans le paradoxe suivant, qui n'est un paradoxe qu'en apparence. Alors que dans la connaissance transférable, le problème précède la réponse, dans la sérendipité, la réponse est déjà inscrite dans le fait impensable et précède tout le problème. Et toute la sagacité de l'inventeur, du découvreur ou du créateur sera précisément de faire émerger la problématique d'une situation qui est une donnée de fait. Dès lors, on peut présumer d'une relation difficile entre sérendipité et recherche institutionnelle, car toute espèce de planification est incapable d'anticiper l'imprévisible. Fleming, toujours lui, soulignait que tout chercheur, et c'est valable aussi pour nous chirurgiens, tout chercheur doit avoir une partie de son temps à lui pour suivre ses propres idées sans avoir à en rendre compte. Ainsi, dans le fameux Howard Hughes Institute à Washington, des chercheurs de haut niveau sont invités à travailler sans avoir de projet de recherche précis à soumettre. Quelles sont les aptitudes mentales qui favoriseraient la sérendipité? L'attention, d'abord, puis l'étonnement pour des choses d'apparence banale. Ensuite, la curiosité qui permet de déployer l'obsession de comprendre et d'expliquer. D'autres traits également, comme le recours fréquent à la métaphore et à l'analogie. La pratique de la dissociation, analysée par Arthur Koestler, qui consiste à rapprocher deux notions ou deux idées en apparence très éloignées l'une de l'autre, de façon là aussi involontaire. L'utilisation pertinente de la logique abductive du philosophe américain Peirce, qui débouche sur une hypothèse. Et, bien sûr, la transgression, souvent, de la connaissance communément admise. Les avancées de la connaissance ne se font pas de façon linéaire, mais par rupture. La sérendipité se situe au seuil de ces ruptures qui imposent un questionnement et préfigurent un changement. Je finirai par conclure dans le domaine technique, l'innovation et la consécration pratique et utile d'une idée au bénéfice du plus grand nombre. L'idée originale procède d'une invention ou d'une découverte. Une découverte peut se faire dans le cadre d'une invention et conduire à une innovation. Et la découverte est en grande partie fondée sur le processus de sérendipité. La sérendipité est un concept transversal qui intéresse tous les domaines de l'activité humaine, sciences dures, techniques, arts, sciences humaines, droit, politique, et même et surtout la cuisine. Dans le domaine de la formation, il est souhaitable de développer l'aptitude à la sérendipité par la culture de l'attention. On pourra montrer son importance grâce à des lectures choisies, notamment Voltaire et Conan Doyle pour les plus jeunes, et grâce à un enseignement d'histoire des sciences et des techniques pour les étudiants. Enfin, on peut affirmer que la sérendipité est une exigence désormais incontournable dans le monde actuel, marqué par un état de crise permanent, par la complexité et par l'incertitude. Je vous remercie de votre attention.